Smart Stratégie vous est présenté par Circle, powered by Square. Salut à tous, Smart Stratégie de retour, la dernière de l'année. Augustin, je crois bien que c'est la dernière de l'année. Alors pour le coup, ça tombe très très bien parce que on va parler de ce qui est le sujet, peut-être l'un des sujets de l'année et en tout cas le sujet de la rentrée parce que la relance du commerce, elle passera forcément par une forme de réinvention. Et Raphaël Palti, qui va nous accompagner là pendant une demi-heure, est au cœur de l'ensemble de ces questions. Donc Smart Stratégie, Augustin Van Riekevorsel, le patron de Circle Stratégie et le concept de l'émission, on le rappelle Augustin. Voilà. Dans une demi-heure, on décortique la stratégie d'une boîte. Exactement, c'est ça qu'on va venir regarder avec toi, Raphaël. Okay. Voilà. Avec plaisir. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une double... Lui, il a envie de décortiquer la stratégie d'Altavia, voilà, on va en parler, qui est ton entreprise. Moi, j'ai envie quand même de discuter avec toi du retail et de la façon dont forcément il va être obligé de se réinventer. Oui, mais d'abord, ça rentre dans le truc. Ça rentre dans le truc. Complètement. Non, alors, juste 2-3 chiffres sur ta boîte, parce que c'est assez impressionnant. 700 millions de CA, un peu plus de 700 millions. Oui, un peu moins de 800, on va dire. Un peu moins de 800, carrément. En temps normal. Voilà, plus de 2500 employés, 500 clients, et t'es le fondateur. Bah oui. Il y a combien de temps, Raphaël ? C'est il y a combien de temps, tout ça ? 82-83. Donc c'est une belle aventure quand même. Et alors, on peut le dire, Augustin, Raphaël, vous faites un peu le même job. C'est-à-dire qu'il fait de la stratégie, Raphaël. Pas que. Voilà, exactement. C'est que lui, il a sans doute un scope beaucoup plus large que le mien, parce qu'il vient prendre du tout début pas jusqu'à la toute fin, à mon avis. Il y a une partie auquel il s'arrête. Et nous, on vient... Attends, ça m'intéresse, ça, et puis ça va intéresser nos téléspectateurs. Qu'est-ce que tu dis ? Vas-y, raconte-moi. En gros, dans le conseil, après, Raphaël, tu m'arrêtes, mais dans le conseil de chez Altavia, il y a vraiment de la mise en application au niveau du marketing, mais vraiment avec ce qu'on appelle dans le conseil de la bande passante, c'est-à-dire que tu mets des gens à la place dans les entreprises, ok ? Et donc c'est un certain type de profil. Et puis après, Altavia va jusqu'à la stratégie, et donc va jusqu'à conseiller et faire des plans stratégiques pour ses clients. Et là, c'est là où on se trouve. Donc, alors que toi, par exemple, toi, tu fais juste que tu vas un peu plus haut. Voilà, et nous on va un peu plus haut. Voilà, non, mais je comprends toujours pas, les gars. Donc moi, cette émission, elle est bien, on a le temps, il faut que je comprenne. Je veux bien dire ce que fait Altavia. Vas-y, Raphaël. C'est une bonne idée, ça. En gros, on a deux métiers. On a un métier qu'on appelle chez nous Creative Commerce, et c'est tout le monde du conseil dédié à l'activation commerciale de commerçants. Voilà. Donc activation, c'est PLV, en gros. C'est PLV, c'est trafic, c'est promotion, c'est... Mais tout ce qui se passe dans le magasin. Alors non, tout ce qui se passe... Moi, ce que je disais à mes enfants quand ils comprenaient pas ce que je faisais, ouais, génial. Je leur disais que j'aide mes clients à faire venir leurs clients, à les faire acheter une fois qu'ils sont dans le magasin, et à les faire revenir quand ils sont sortis du magasin. Ouais. Là, ils comprenaient. Ouais, moi aussi. Ça y est. Et avec toutes les techniques du marketing associé. Voilà. Alors ça, chez nous, c'est un métier et qui est un métier d'idées, de créativité commerciale, comme créativité publicitaire, mais qui est dédié au monde de l'activation commerciale. L'activation commerciale, c'est le chiffre d'affaires de tous les jours de toute l'année des commerçants. Et c'est combien de parties de ton business, ça ? Cette partie-là, on va dire 30 à 40% du business. 30 à 40% de business, ok. Et puis le deuxième métier, c'est ce qu'on appelle le marketing exécution. Nos clients ont, si on parle de grands commerçants, ont la particularité d'avoir eux-mêmes des millions de clients, d'une part, et d'autre part, par rapport à des FMCG, de leur parler tous les jours de toute l'année, voire de toutes les minutes aujourd'hui, avec le online. Et tous les jours, toutes les minutes, il faut bien inventer des messages et acheminer des messages d'offres, de promotion. L'entretien de la relation client de tes... Voilà, c'est ça. Et donc, chez nous, le pôle donc Creative Commerce d'un côté, marketing exécution de l'autre, et marketing exécution, c'est comment on achemine ces messages, que ce soit off ou on,
à ces millions de clients, de nos clients. Tout à fait. Et nous, tu vois, là où on se complète, à un certain moment dans le parcours, c'est que du côté de chez Circle, on va faire de la stratégie d'offre, par exemple, mais c'est des grosses branches. C'est-à-dire, en fait, on va essayer de déployer quelque chose là-dessus. C'est-à-dire que tu prends une boîte, tu regardes ce qu'elle fait, comment elle travaille, et tu lui dis, vous devriez en fait développer une offre de ce côté-là, avec ces produits-là, etc. Et là, on fait un business case, on dit qu'il y a vraiment un truc à faire. Les mecs, il faut y aller. Et là, ils vont voir Altavia. Une fois qu'on se dit qu'on va vraiment avancer, et Altavia va venir mettre ça en pratique, si tu veux. Donc, okay. Donc voilà. Maintenant, et donc c'est là où il y a pas mal. Le chevaux, je pense. Donc, il y a du business à faire ensemble. Enfin, c'est le petit qui dit au gros, il y a peut-être du business à faire ensemble. Voilà. Non, super intéressant. Non, donc, voilà, super intéressant. Attends, j'ai encore juste une question, c'est-à-dire ton marketing. En fait, maintenant, tu peux le faire pour le commerce, donc retail, commerce de détail, comme pour le e-commerce, finalement, c'est à peu près les mêmes recettes ou c'est des recettes radicalement différentes ? Absolument, il faut faire venir le client dans le site, il faut qu'il reste sur le site et qu'il achète sur le site, et il faut qu'il revienne une fois qu'il a quitté le site. Ouais, c'est ça. Donc on retrouve des trucs les mêmes, absolument. Et alors, moi, j'ai quand même une question avant toutes les autres, parce que Stéphane vient d'en parler. On est un peu dans le même secteur, dans le secteur du conseil. 2500 personnes. Comment est-ce qu'on... C'est quoi le... C'est beaucoup ? Ah ouais, C'est-à-dire que c'est une vraie belle boîte, quoi. T'es au niveau des Big Four, des Deloitte, des choses comme ça, franchement, quoi. voilà. C'est quoi le truc ? Parce que t'es à l'international, t'es partout. Comment est-ce que t'as réussi à scaler ton business à ce point-là ? Alors, on a un truc. Vas-y. Mais un truc que j'ai piqué à d'autres. Je sais pas, dans les années 70, il y a un bouquin qui avait fait fureur et qui s'appelait Buncha. Ok. Toi Buncha. qui es stratège, tu le connais, non, ce bouquin? Ça me dirait. Buncha. Oui. Buncha. Et c'est comment, en petite division, c'est ça. Et en gros, le groupe Altavia, tout en étant un groupe intégré. Intégré, ça veut dire qu'on est majoritaire partout, toutes nos filiales, etc. Bah, tout en étant un groupe intégré, on pense, on raisonne, on se développe et on fonctionne comme une fédération d'entreprises. C'est ça. Et en fait, moi, j'agrège jamais 2500 personnes. Le centre de gravité du groupe, c'est les BU. C'est ça. Et à la tête de chaque BU, il y a des patrons, etc. Donc on a une centaine de BU aujourd'hui dans le groupe. Et voilà comment on démultiplie. C'est le modèle du BTP, Raphaël. C'est le modèle de Vinci. Oui, mais 3500 PME. Le patron de Vinci, il dira toujours j'ai 3500 PME. Voilà. Et donc en fait, toi, tu as des patrons dans chaque pays, quoi. Des patrons qui du coup ont des shares dans leur business, quoi. Voilà, dans chaque pays, mais comme dans un pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, en France, il y a 25 patrons. 25 patrons, c'est ça. Ok. Oui. Et la taille moyenne d'un business, alors, c'est quoi ? Alors, il n'y a pas de taille moyenne. Il n'y a pas de taille moyenne. C'est du très gros au tout petit. Oui. Okay, il peut y avoir des BU de 3, 4, 5 personnes. Par exemple, au Kazakhstan, je crois qu'on est 5. Ouais. Et oui, mais en même temps, c'est là que va se faire la croissance un jour. C'est ça le truc. Hein. C'est génial. Et à l'inverse, dans notre grosse BU marketing exécution de Paris, je crois qu'ils sont 350. C'est ça. Ok. Parce que alors, pour creuser un peu le sujet au niveau du conseil, et après on va passer sur la. Non, mais c'est bien. Vas-y. Au niveau du conseil, il y a quand même la notion de pyramide des âges et de se dire ok, j'ai besoin d'un certain nombre de seniors pour gérer un certain nombre de juniors, etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu vis ou en fait pas vraiment? Pas vraiment. Pas vraiment. Dans ton secteur, c'est pas un challenge pour toi. Alors, bien sûr, on a un grand programme Next-Gen dans la maison. On intègre beaucoup de jeunes à qui on fait faire des parcours, etc. Parce que le management, celui qui m'a accompagné depuis longtemps maintenant, comme moi, commence à vieillir. Ouais. Donc, on commence à penser à tout ça. Ouais. Mais je pense que ça se fait naturellement et non, ça ne nous pose pas de problème. Ça alors, mais t'es le seul, Raphaël, tu sais. T'as pas de sujet de pyramide des âges, de rétention des talents, de choses comme ça? Ça alors? Ou alors c'est que tu as des services RH qui te protègent de... Mais encore une fois, on n'a pas une pyramide, nous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'est les BU qui gèrent leurs trucs les unes. Ok, d'accord, c'est ça. Oui, mais pour l'attractivité des... Parce que tu es sur des talents, smart marketing, j'imagine c'est plein de data scientists dans tous les sens, etc. Cette attractivité-là, comment elle se joue si tu n'as pas une marque phare pour attirer l'ensemble de ces talents? Alors, d'abord, il y a une marque phare, il y a le
le groupe Altavia. Voilà, c'est ça. Donc le groupe Altavia, aujourd'hui, on va dire, dans ses ingrédients de marque, c'est plutôt jugé comme une réussite, c'est plutôt jugé comme solide, c'est plutôt jugé comme sérieux, c'est plutôt jugé comme d'avenir, etc. Donc ça attire. Ouais. Et ensuite, on fait aussi ce qu'il faut attirer les jeunes talents. Par exemple, sur nos activités, alors là, cette fois-ci, très créatives et développement informatique, digital, etc. On a récemment regroupé toutes nos équipes parisiennes, c'était à Paris Intramuros. Il y avait on va dire une dizaine de sites. On a tout regroupé, on a fait un coup marrant. On occupe 80% des surfaces du Parti communiste français, place du colonel Fabien. mais c'est toi qui as tagué le truc, Raphaël. Non, c'est pas moi. Ça aurait été une activation, pour le coup, intéressante. Mais on les a réunis là parce que c'est au cœur de Boboland. Ouais. Et là, on a les garages à trottinettes qu'il faut, les petits cafés en face et les bouches de métro. Parce que c'est des gens qui ne pouvaient pas aller et traverser le périphérique. C'est ça, ok, d'accord. Ouais, donc, j'ai habité là, moi, tu sais, Raphaël. Voilà. Mais c'était pas le cœur de Boboland, je peux te dire que... Alors, je crois que la place de Stalingrad est redevenue un lieu un peu compliqué, mais à l'époque, c'était un lieu très, très, très compliqué. Voilà, ouais, tout à fait. Et du coup, en termes de légitimité sur le sujet, parce que Altavia, il existe depuis tout ce temps, on sait l'état dans lequel se trouve le retail aujourd'hui, vous les conseillez depuis autant de temps, et apparemment, les clients disent c'est de votre faute. C'est bon, ça. Parce que moi, je vais te le dire très franchement, moi, une des choses qui fait que aujourd'hui Circle a l'attraction qu'on a aujourd'hui, c'est que les mecs, ils bossent avec le Stirwan depuis autant de temps. C'est quoi Stirwan? Stirwan, c'est les 3-4 meilleurs. Ok. Et les 3-4 meilleurs avec les vraies belles marques. Et on se retrouve toujours avec la même. On n'a toujours pas de plan strat, quoi. On s'endort tous les soirs en se disant, est-ce que je vais encore être là demain? Si tu as bien compris, on est, nous, les besogneux du retail. C'est ça. On n'est pas les grands hauts stratèges. C'est ça. Okay, ceux qui disent stratégiquement, corporate, il faut aller à droite, à gauche, etc. C'est ça. Ok, d'accord. On n'est pas ceux-là. Donc, quelque part, nous ne sommes pas ceux qui commettent des fautes. Ok, tout à fait. Par contre, on s'occupe du business au day-to-day. C'est ça notre truc. Et là, on n'a jamais eu autant besoin de vous, quoi. Oui, et puis... non mais attends, pour prolonger la question d'Augustin, est-ce que tu penses que ceux qui sont au-dessus, justement, ont commis des erreurs sur ces 40 dernières années et ont fait que... Alors, c'est pas le retail, c'est quand même un segment du retail, quelques segments du retail. On peut parler notamment de l'habillement aujourd'hui ou des choses comme ça. On laissé passer des trains, on mal conseillé, on fait des erreurs stratégiques historiques qui font qu'aujourd'hui, par exemple, si on regarde le groupe Vivart, il se retrouve dans la situation dans laquelle il est. Alors, par exemple, si on prend le côté habillement, qui aurait pu prédire réellement cette désaffection vis-à- s de la fast fashion, alors que ça marchait très fort il y a encore peu de temps. C'est vrai. D'une part. D'autre part, pour connaître certaines de ces entreprises, je pense que changer un modèle quand on a X centaines de magasins qui fonctionnent de la même façon, avec le même mode opératoire, la même séquence de produits, etc. Et quand ça marche, c'est ça le vrai sujet. Pourquoi bouger quand ça marche? C'est Kodak, quoi. Mais c'est le moment où il faut pourtant changer. Mais alors là, il faut une espèce de vision, claire vision incroyable pour pouvoir bouger les cartes. Et cette claire vision, il y en a peut-être manqué un peu dans le retail pour toi? Je pense que, en fait, il y a une chose qu'il faut jamais oublier, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le client. Ouais. Et je pense que effectivement, l'erreur qui a été commise ces 10 dernières années, c'est qu'on a un peu perdu de vue le client. Complètement. Au profit de la démultiplication, des process, de la logistique, c'est-à-dire d'accompagner le côté qui marche du retail. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Et du coup, forcément, qu'en perdant de vue le client, on a pris une distance vis-à-vis de lui et on n'a pas vu que ce client
lui était en profonde mutation. Complètement. Et la mutation, on la connaît tous, c'est qu'il a pris définitivement le pouvoir de sa consommation, ce client. C'est ça. Et prenant le pouvoir de sa consommation avec tous les outils aujourd'hui dont il dispose, voire le plus dramatique d'entre eux qui est le droit de boycott, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, si je suis pas content de mon commerçant, je sais le dire à plein de gens et on va boycotter le commerçant, quoi. Tout à fait. Donc l'épée de Damoclès, c'est lui qui l'a vraiment. Donc moi j'ai connu des distributeurs qui pendant des années disaient le roi c'est le client, mais c'était pas tout à fait vrai. Ouais, dans leur organisation, la façon dont les gens fonctionnaient, etc. C'était même pas vrai au niveau des directeurs de magasins, ce qu'on leur demandait de faire. On leur demandait plutôt d'être des gestionnaires que des gens portés sur le client et les coûts de client. Et du coup, je pense que ça a produit une distanciation et qu'on n'a pas vu arriver les choses qui sont arrivées quasi du jour au lendemain. Complètement. Et aujourd'hui, le vrai sujet du retail, c'est celui qu'il n'aurait jamais dû oublier, c'est comment reprendre le lien avec le client. Complètement. Il n'y a rien de plus important que le lien client quand on est commerçant. Tout à fait. Ouais, non. Et c'est le sujet du retail et le sujet des FMCG qui se font distribuer dans la... FMCG. Les fast moving goods. Donc en gros, c'est tous les produits de grande consommation, quoi. Voilà. Et qui eux aussi, il faut se rendre compte qu'il y a certaines périodes, dans les années 90, où c'était les retail qui faisaient la pub pour les produits FMCG, quoi. C'est-à-dire que les FMCG, c'est juste des usines qui produisaient le truc. Et donc la perte de lien client, elle était très très importante. Et donc c'est Darty qui faisait la pub de l'aspirateur pour dire les choses. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs nous concernant que L'Oréal est devenu en 8 ans chez nous un très très gros client et qu'on travaille pour lui dans 30 pays. C'est ça. Alors je parle sous ton contrôle, Raphaël, il n'est pas content. Enfin, la dernière fois qu'on en a discuté, il est venu nous voir cet été, là, Jean-Paul Agon. Il n'est pas content justement de la façon dont c'est produit aujourd'hui. Il est un peu entre les deux, lui, parce qu'il n'est pas retailer direct et il n'est pas très content de la façon dont ces produits en fait, sont traités par le retail. Oui, et son rêve, c'est de bypasser ses distributeurs et de vendre directement à ses clients. C'est ça. Ça, c'est son rêve ultime. Ouais. Ça arrivera peut-être un jour. Hein. Si justement, ils ne se réveillent pas et s'ils ne vont pas... Et ce qui est fou, c'est que ce rêve-là, il y a encore 2 ans, il était complètement inavouable du côté des FMCG, en disant je peux surtout pas dire parce que mes retailers sont trop importants pour moi. Aujourd'hui, ils le disent et ils l'assument. Ouais. Mais maintenant, dans quelle mesure, toi, tu viens aider tes retailers justement à leur apporter plus de value proposition pour leurs clients à eux, qui sont les FMCG? Parce qu'il y a un moment où ils ont une responsabilité vis-à-vis de leurs clients, on se rend compte que ça marche plus, ils doivent commencer à bouger pour proposer des nouvelles solutions. Est-ce que toi, tu les adresses à ce niveau-là, quoi? Alors attends, là tu parles de... Donc lui il dit, quand tes retailers, dans leurs négociations avec leurs fournisseurs, cette fois-ci, voilà. Oui, qu'est-ce que toi tu peux apporter comme atout, comme stratégie, comme élément de différenciation? Alors, c'est par ricochet. Moi, ce que j'apporte à mes retailers clients, c'est d'être plus proche de leurs clients. Ouais. C'est ça. Ça, c'est une chose. Donc du trafic magasin, déjà. Et j'aurais tendance à dire, à chaque retailer, sa clientèle et ses communautés de clients. Complètement. Et du coup, ce qu'on peut amener à un fournisseur de ce retailer, c'est la connaissance des communautés de clients qu'on sert tous les jours. Et de mieux s'adapter et d'être plus cohérent vis-à-vis de la clientèle du retailer auquel on s'adresse. Tout à fait. Lorsqu'on s'appelle L'Oréal, par exemple. Ouais, complètement. C'est ça le sujet. Mais c'est en fait toujours... En fait, le truc est hyper simple. C'est toujours revenir à l'alpha et l'oméga, c'est le client. C'est le client. Bon, là, Raphaël, le client, il est parti. Parce que ça a été fermé. Il a trouvé des solutions qu'il ne connaissait pas parfois et qui lui semblent diablement efficaces, qui l'ont peut-être un petit peu séduit, etc. Le commerçant qui a rouvert, donc là, il est dans les rushs des fêtes de Noël, ok, etc. et tout. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse à la rentrée? Voilà. J'ai conseil gratuit de l'expert du retail à ceux qui n'ont pas une taille considérable, qui nous écoutent et qui sont un peu perdus quand même en cette période. Alors d'abord, le client aime le commerce physique. Ouais. Il aime le commerce physique. Et du reste, de jamais oublier que le commerce préféré des Français, c'est... Je sais pas, vas-y. Le marché. Le marché de la ville. Les étals et tout. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le marché? Le marché que vous connaissez tous.
on retrouve l'expérience, l'événement, la surprise, le lien, la relation, l'éphémère, le saisonnier, ça vient d'arriver, etc. Eh bien, aujourd'hui, lorsqu'on prend n'importe quel retailer et que vis-à-vis de sa formule, il dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être plus attrayant vis-à-vis dans mon commerce physique vis-à-vis de mes clients. Tu lui dis va au marché et prends les trucs. Voilà, c'est comment j'adapte les solutions du marché à mon truc, à Decathlon, Darty, Fnac, etc., etc. C'est ça. Et c'est ça, il ne faut pas aller chercher loin. Et donc ça veut dire que la porte est grande ouverte, ça veut dire que j'accueille tout le monde. Ça veut dire que je sais parler aussi aux clients. Exactement, il y a de la chaleur humaine, il y a du contact, il y a... Voilà, c'est pas compliqué. Et du coup, là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. on prend les vieilles recettes. Ouais, mais tu sais quoi, il faut de l'amour en fait. Ouais, mais... Il faut de l'amour pour ce métier, pour le client, pour tout ça. Il faut de l'amour. Mais non, mais c'est pour ça que j'en serais incapable, moi, de faire ce métier. Mais il faut de l'amour. C'est, oui, le père de Gérard Bullier qui disait aimez votre client. Mais c'est ça. Aimez-le. Et on disait, mais aimez. C'est pas le juste. Mais aimez vos clients. Mais tu vois les boîtes qui fonctionnent, les mecs ils font des tournants dans tous leurs magasins tous les jours. Enfin, tu vois, il y a ce contact avec leurs trucs. Alors, il y a effectivement une boîte dans le retail, dans le monde. Elle se trouve en Espagne. Elle s'appelle Mercadona. Ouais. Alors, c'est pas bon pour les gens de mon métier. Ils font pas un gramme de publicité. Ouais. Et tout est basé sur la relation client. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on impose à chaque collaborateur de Mercadona de voir au minimum une dizaine de clients par an et de passer au minimum 1 heure avec lui. Moyennant quoi, tous les Espagnols sont vus par des gens de Mercadona. Incroyable. Et il ne faut que comme ça. Leurs produits, les produits à marque propre Mercadona, sont faits avec les clients. Ils jouent à fond le participatif et le Qu'est-ce qu'ils vendent ? Enfin, ils ont une distribution alimentaire. Distribution alimentaire. C'est le numéro 1 en Espagne. Oui, t'as fait le Mercado. Et depuis tout le temps. Et donc les gars qui sont au siège, dans le back-office, etc., ils doivent aller au moins une fois par an, passer 1 heure avec... Non, c'est même pas c'est tous les gars dans les magasins. Tous les gars dans les magasins. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça, d'accord. Oui. Tous les gars dans les magasins. C'est l'entièreté des... Et donc tu prends un rendez-vous avec un monsieur tout le monde, peu importe qui. Voilà, exactement. Et tu dis, est-ce que vous pouvez m'accorder 1 heure et on discute. Oui. Waouh. C'est génial, c'est génial. Et alors, après, tu me dis, ouais, le marché, il faut il y a un truc à aller chercher. En même temps, à côté de ça, tu investis quand même pas mal dans tout ce qui est IoT, etc. Oui, bien sûr. Ton métier IoT, objet connecté. Objet connecté. Ton métier aujourd'hui, c'est de dire, OK, le conseil, il y a du soft, mais il y a aussi du hard. OK. Mais donc, bien sûr. Et le magasin de demain, on le sait tous. Alors, ce qu'on sait, et il y a une chose dont on est certain, et toutes les études s'accordent à dire, à 10-15 ans d'ici, le commerce physique représentera toujours 70% du commerce mondial. Ça, c'est ta conviction à toi. Enfin, Voilà. les études. Mais c'est ma conviction et les études. Les études, ouais. Je ne suis pas le seul à avoir cette conviction. Par contre, le commerce qui occupera les 70% du commerce mondial, il n'existe pas encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est ce nouveau commerce qui va arriver ? C'est forcément un commerce qui va faire avec le digital. Et demain, d'ailleurs, on ne saura pas très bien faire la différence entre le digital et le physique. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des personal shoppers à l'intérieur d'un magasin et qui font avec les caméras et le machin votre shopping et vous derrière, et puis qu'on vous fait votre paquet et puis vous venez et tout ça c'est fait en ligne. Alors c'est quoi ? C'est une vente du physique ou c'est une vente du ouais, tout à fait, non. Et on va. Il n'y aura pas cette dichotomie à l'avenir. Non, absolument. C'est évident. Et le digital à l'intérieur du magasin va aider à la rénovation et à la mutation complètement de ce commerce. Les parcours clients vont être réinventés, l'expérience, etc. La théâtralisation des magasins, c'est-à-dire que plus il y aura de online, plus les magasins physiques deviendront théâtre, c'est-à-dire qu'ils changeront en permanence, façon éphémère, machin, parce que sinon aucun intérêt de rentrer dans un magasin qui a la même gueule du 1er janvier au 31 décembre. Ouais, complètement. Voilà, on s'attend à toutes ces mutations, et alors on s'y attendait avant la crise, mais on s'y attendait sur une échelle de 10 ans. Et aujourd'hui, le sujet, c'est on s'y attend dans l'échelle de 18 mois. Quoi. Ouais, complètement. Parce que, précisément, cette crise aura non pas transformé ce qui se passait, mais aura accéléré le processus de transformation à la vitesse subsonique. Quoi.
Complètement. Avec ces comportements de clients qui, effectivement, ont découvert des nouvelles choses. Mais le problème, Raphaël, c'est que pour faire tout ça, là, notamment événementialisation permanente, il faut un peu de trésorerie, il faut un peu de marge, il faut un peu de... Or, c'est quand même des commerces qui sont à l'os, qui sont en train de redémarrer. Donc ça va être compliqué quand même pour accélérer. C'est il pour va ça falloir preuve d'imagination. Il y a des gens qui vont rester sur le tapis, ouais, voilà. Quand d'autres vont émerger et quand d'autres encore vont arriver de nulle part. Vont arriver de nulle part, ouais, c'est ça. Moi, je m'attends à de nouvelles pousses de commerce. Et ces nouvelles pousses de commerce, tu crois qu'elles vont arriver justement des producteurs, c'est-à-dire des FMCG et autres, où on se dit en fait on va y aller nous tout seuls, de partout. Les FMCG vont pouvoir faire des formules de vente directes aux clients sous forme physique et digitale, mais ça arrive, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire tu as une communauté de clients dans un réseau social, et puis cette communauté de gens, ils se disent on s'entend bien, on s'échange des trucs et tout ça, et après tout, pourquoi on ferait pas un lieu physique? Et puis ça démarre comme ça. Et puis du coup, tu as un magasin qui vend des vélos, des disques, et qui fait un peu de saucisson. Un truc bizarre. C'est génial. Et parce que c'est la communauté qui a demandé ça. Tout à fait. Et puis ça fait un tabac. Puis on se dit, mais pourquoi ça pourrait pas faire un concept et voilà. C'est ça. Mais donc, c'est de partout que ça va arriver. Et donc tu dis là, des jeunes gens qui peuvent passer devant cette émission, vous aimez le commerce, les gars, lancez-vous. On peut penser que le terrain est sinistré, mais ça veut dire... Voilà, on achète au son du canon et il faut se lancer. Et bien sûr, et encore plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'aujourd'hui c'est facile de se faire connaître via les réseaux sociaux et très vite une formule originale, une formule qui plaît, une formule qui est attendue, tout de suite elle prend. C'est ça. C'est génial. Non, mais c'est excitant. Alors, dernière petite question. Rapide, il ne reste rien. Dernière question. Aujourd'hui, tu es hyper fort dans le retail. On en parle là maintenant. Ce retail, en fait, il devient de plus en plus dilué, diffus un peu partout. Est-ce que du coup, ça va t'amener, toi, à aller te positionner dans des secteurs différents où tu apportes les mêmes valeurs et les mêmes connaissances, mais dans un secteur complètement différent? Alors là, on dirait une conversation en interne, parce que moi, je suis un peu buté sur le retail. Okay. Et j'ai des fois du mal avec le management du groupe, qui me dit, mais nos savoir-faire, on pourrait, je sais pas quoi, etc. Et moi, je dis non. Et moi, la stratégie que j'ai, c'est de dire, continuons à nous renforcer dans le retail, continuons à imaginer, innover pour les gens du retail. Et il y a d'autres gens qui vont venir, type L'Oréal, pour notre connaissance retail. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Et on ne va pas s'adapter à ces gens-là. C'est eux qui vont plutôt ces gens-là qui vont s'adapter à ce qu'on sait faire de bon pour le gens du retail. Et en plus, ça fait plaisir de faire la course qu'on est... allez, on va dire qu'on a un petit leadership dans les métiers de la communication d'une façon générale. Et aujourd'hui, je crois qu'on a un leadership dans le retail. Donc, c'est plutôt pas mal d'être creuser le sujet. Voilà. Top. Good. Puis voilà, maintenant, tu as un objectif. Voilà. 700 millions, 2500 personnes. Voilà. On va essayer de diviser le temps en deux. J'ai pas autant de temps, mais... T'as pas autant de temps. Mais si, on a tout le temps. La vie est longue. Voilà. Merci, Raphaël. Merci à vous deux. Vrai plaisir. Raphaël Palti, donc, le patron d'Altavia. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine. Si tout va bien, les amis. Et bonne semaine et bonne journée sur Bismart. Smart Stratégie vous est présenté par Square.